Les 5 piliers de la psychologie positive. De l'auteur David Ambaché. Lu par Livre Académie. Introduction. Qu'est-ce que la psychologie positive? Lorsque nous parlons de psychologie positive, nous entendons l'étude des aspects positifs de la vie humaine. Plus précisément, la psychologie positive traite de tous les éléments fondamentaux nécessaires pour mener une vie agréable dans tous les domaines. En bref, la psychologie positive est tout ce qui améliore notre bien-être. L'objectif de la psychologie positive est d'explorer des domaines jusqu'ici négligés, tels que les forces de caractère, les émotions ou les talents. La réponse à la question « À quoi sert la psychologie positive ?» est la suivante. Pendant longtemps, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, la psychologie s'est concentrée sur les problèmes d'une personne et sur la manière de les résoudre. Malheureusement, cela a négligé l'étude des aspects positifs dans la vie. C'est le domaine de la psychologie positive. Son objectif est la création d'un équilibre. L'accent est clairement mis ici sur les forces, les expériences et les qualités positives des personnes. En conséquence, elle explore également la manière dont on peut façonner sa vie de façon à ce qu'elle nous épanouisse. La psychologie positive focalise sur le bonheur, l'optimisme, la sécurité, la confiance, les forces individuelles, le pardon et la solidarité. Abraham Maslow a introduit ce terme en 1954. Il était l'un des psychologues américains les plus connus. Ce n'est que dans les années 1990 qu'un autre psychologue américain, Martin Seligman, a repris le terme. Pour vous donner une petite idée de ce qui vous attend dans ce guide, j'ai résumé dans une liste certains des domaines clés de la psychologie positive. Chapitre numéro 1. Les 5 piliers de la psychologie positive. Lorsque l'on parle de psychologie positive, on parle toujours de ce qui fait que notre vie mérite d'être vécue. Chacun décide pour lui-même de ce qu'il considère comme valant la peine dans la vie. La psychologie positive présuppose que les forces des personnes doivent également être prises en compte et pas seulement leurs faiblesses. Par conséquent, nous sommes confrontés chaque jour à la tâche suivante. Les meilleures choses de notre vie doivent être promues, mais les mauvaises choses doivent être réparées. En bref, la psychologie positive est la science de la réussite de la vie. L'accent est toujours mis sur le potentiel, les forces et les ressources humaines. Mais le bien-être est également toujours pris en considération ainsi que les expériences que chaque personne a vécues jusqu'à présent. De nombreux chercheurs ont déjà étudié la psychologie positive. Ils explorent la manière dont les émotions positives affectent la psyché et le corps humain, examinent les expériences de flux, les relations de soutien et la question de la motivation, de la pleine conscience et de l'expérience sensorielle. Il existe également de nombreuses études sur les thèmes de la satisfaction, du bien-être et du bonheur. Elles démontrent également l'importance de la psychologie positive. L'accent est mis ici sur des questions telles que « Qu'est-ce que le bonheur ?» ou « Qu'est-ce qui me rend heureux ?» Les réponses à toutes ces questions permettent de dégager des recommandations pour une vie épanouie. Le bonheur et le bien-être ne sont pas les seules choses qui comptent pour l'individu. Ce qui importe, c'est la mise en place d'organisations et de sociétés fonctionnelles, optimales et saines dans lesquelles les individus se trouvent. Ce sont précisément ces organisations et ces sociétés qui apportent une contribution très importante pour que les individus puissent développer leur potentiel, ce qui accroît également le développement du potentiel des organisations et des sociétés elles-mêmes. Le champ d'application qui en découle est très large. Voici quelques exemples. Psychothérapie, coaching, programmes généraux de développement de la personnalité, entreprise, équipe, famille, établissements d'enseignement et de formation, sociétés entières. La psychologie positive apporte des améliorations dans tous ces domaines. Si vous observez 2 personnes en fonction de leur sentiment de bonheur, vous constaterez une différence de 40%. Cela est seulement dû aux actions et aux pensées des 2 personnes. En fait, seuls 10% des sentiments de bonheur peuvent être expliqués par des facteurs externes. Pour cette raison, il est possible de faire beaucoup pour son propre bonheur. Martin Seligman a développé le modèle PERMA. Cela montre ses résultats et aussi ses réflexions sur ce que chaque individu peut apporter à son propre bonheur. Le mot PERMA signifie positive émotion, émotion positive, engagement, relationship, relation, meaning, sens, achèvement, accomplissement, accomplissement. Nous pouvons considérer ces 5 concepts comme les 5 piliers de la psychologie positive. Le bien-être et l'insatisfaction d'une personne reposent sur ces mêmes piliers.
Les 5 piliers de la psychologie positive. Pilier numéro 1, les émotions positives. Certains diront peut-être aujourd'hui qu'il ne faut tout simplement pas avoir d'émotions négatives. Mais je peux vous dire tout de suite que cela ne suffit pas. Il est essentiel pour le bien-être de l'homme d'éprouver des émotions positives et de les vivre davantage que les émotions négatives. Si vous voulez vivre une vie épanouie, vous devez donc apprendre à gérer consciemment les sentiments négatifs et à choisir les sentiments positifs. Cependant, il arrive que les sentiments négatifs viennent tous seuls, alors que vous devez travailler un peu plus pour éprouver des émotions positives. Conclusion. Si vous voulez vivre une vie épanouie, vous devez faire quelque chose pour y arriver. Dans son livre « The Power of Positive Emotion », le pouvoir des émotions positives, Barbara Fredrickson, une psychologue américaine, décrit les 10 émotions positives suivantes. Gratitude, admiration, joie, sérénité, espoir, inspiration, intérêt, amour, plaisir et fierté. Il est regrettable que certaines de ces émotions ne reçoivent que trop peu d'attention dans nos vies. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est d'autant plus important que chaque personne ressente d'autant plus clairement ses émotions. Pilier numéro 2, l'engagement. Une personne qui peut vivre ses points forts n'est pas seulement plus heureuse, elle s'épanouit. C'est notamment le cas lorsqu'elle s'engage pour de grandes causes à inventer l'expérience du flux, c'est-à-dire le sentiment d'un soi-disant élan créatif. Martin Seligman, psychologue américain, y fait également référence. Pilier numéro 3, les relations sociales. Chaque être humain a des besoins psychologiques fondamentaux. Il s'agit notamment de la recherche de l'appartenance sociale. Les deux autres sont l'autonomie et l'expérience de la compétence. Chaque être humain a ses besoins fondamentaux. Nous sommes tous nés avec. Ils sont extrêmement importants et complexes pour nos vies. Par conséquent, chaque être humain s'efforce d'atteindre des objectifs fondés sur des besoins sociaux. L'étude longitudinale Grant, menée depuis 1938 à la Harvard Medical School, a déjà prouvé la pertinence des relations sociales positives. Baumeister et Leary ont mené une autre étude qui a révélé que lorsqu'une personne manque de liens sociaux, il existe un lien fort avec le malheur. Ces personnes sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'autres formes de souffrance. Par conséquent, un sentiment subjectif de bien-être ou de bonheur n'est pas compatible avec l'isolement social. Pilier numéro 4, l'expérience du sens. Martin Seligman estime que ce que les philosophes de la Grèce antique ont apostrophé comme étant l'atteinte de la félicité est extrêmement important pour le bonheur individuel. Par conséquent, ce pilier signifie qu'il est important pour chaque être humain de trouver un sens à sa vie. Si l'on ne trouve pas de sens, le bien-être n'est pas non plus possible. Si nous pouvons alors utiliser nos forces dans un but plus élevé, dans lequel nous reconnaissons et éprouvons un sens, c'est un autre grand pas vers une vie épanouie. Martin Seligman, pilier 5. L'accomplissement et la performance. L'une des composantes du bien-être est également la performance. Cela se manifeste par le plaisir que l'on éprouve à l'égard de ses propres capacités et de ses propres succès. L'essence même de ce pilier est que l'on crée quelque chose qui dure même après la mort et laisse des traces pour la postérité. Pour cela, il est important que chacun ait des objectifs explicites dans la vie et essaie de les atteindre. Le concept d'attente d'auto-efficacité est étroitement lié à cela. Les gens doivent croire dans leur capacité d'agir. Une plus grande satisfaction entraîne une meilleure estime de soi, un sentiment de bien-être accru et donc un plus grand sentiment de bonheur. 2. Les 6 vertus. Cependant, le modèle PERMA ne joue pas le seul rôle important dans la psychologie positive. Les forces de caractère de chaque personne et les 6 vertus sont également très importantes. Martin Seligman et Christopher Peterson ont aussi étudié les vertus et les ont divisées en 6, auxquelles ils ont attribué des forces de caractère. Derrière la recherche sur les vertus se cache la question suivante. Existe-t-il certains traits de caractère qui contribuent au sentiment de bonheur? Exemple. Les introvertis ne sont pas aussi heureux que les extravertis. La psychologie positive ne vise pas à changer les personnalités. Son objectif est que les forces individuelles de chaque personne soient mises en valeur, créant ainsi des sentiments plus positifs. Examinons maintenant les 6 vertus auxquelles ont été attribués 24 traits de caractère au total. Elles sont issues de la recherche sur la littérature de sagesse de notre monde, sont valables universellement et ne dépendent ni du temps ni de la culture. Vertu numéro 1, la connaissance et la sagesse. Il s'agit de la capacité d'une personne à acquérir des connaissances, mais aussi à les utiliser. En bref,
on parle ici de force cognitive. Il s'agit notamment des traits de caractère suivants: ouverture d'esprit et discernement. La personne doit être capable de regarder les choses sous tous les angles et d'y réfléchir. Créativité. Les gens doivent trouver de nouveaux moyens efficaces avec lesquels ils peuvent faire quelque chose. Le goût de l'apprentissage. Les gens apprennent de nouvelles techniques et peuvent ainsi acquérir de nouvelles connaissances. Curiosité. Les humains s'intéressent à leur environnement. Sagesse. L'homme doit être capable de donner de bons conseils aux autres. Vertu numéro 2, le courage. Ce sont les forces émotionnelles qui sont visées ici. Ceux-ci devraient aider à surmonter les obstacles externes, mais aussi internes, grâce à la volonté. Ce n'est que de cette manière qu'un objectif peut être atteint. Voici les forces de caractère. Persévérance. Les gens devraient être capables de terminer les choses qu'ils ont commencées. Intégrité. La personne doit être honnête envers les autres et authentique dans ses relations. Bravoure. L'homme ne doit pas céder trop vite face aux menaces ou à la douleur. Vitalité. La personne doit faire face à l'environnement en étant pleine d'entrain et d'énergie, ce qui implique également d'être enthousiaste. Vertu numéro 3, l'humanité. Les forces interpersonnelles jouent ici un rôle important. Grâce à cette vertu, les interactions humaines deviennent possibles. Il s'agit notamment des forces de caractère suivantes. La bonté, l'homme doit rendre service aux autres et faire de bonnes actions. Amour, l'homme doit être capable d'établir et d'apprécier la proximité. L'intelligence sociale, les personnes doivent être capables d'être conscientes de leurs propres motivations et sentiments, mais aussi de percevoir ceux des autres. Vertu numéro 4, la justice. Cette vertu fait référence aux forces civiles d'une personne. Les forces de caractère suivantes sont incluses ici. L'équité. Toutes les personnes doivent être traitées de manière égale et équitable. Leadership. Les activités des groupes doivent être organisées et facilitées. Travail d'équipe. Vous devez être capable de vous intégrer et de travailler efficacement au sein d'une équipe. Vertu numéro 5, la tempérance. Un autre mot ici est la retenue. En fonction de cela, la personne doit être en mesure de contrer les éventuels excès. Seligman et Peterson ont attribué les forces de caractère suivantes ici: modestie et humilité. L'homme doit laisser parler les choses réalisées et ne pas se mettre en avant. L'autorégulation, les actions et les sentiments de chacun doivent être régulés. Volonté de pardonner et miséricorde. Vous devez également être capable de pardonner lorsque quelqu'un d'autre vous a fait du tort. Prudence. Les choses que vous pourriez regretter plus tard ne doivent pas être dites ou faites. Vertu numéro 6, la transcendance. Il s'agit des forces spirituelles et de la reconnaissance des significations. Par la transcendance, une puissance supérieure doit être rapprochée de la personne. Cela inclut les traits de caractère suivants. Le sens du beau et de l'existentiel. Tous les domaines de la vie ont quelque chose de beau qu'il faut apprécier. Gratitude. L'homme doit être conscient des bonnes choses et les apprécier. Espoir. L'homme doit toujours s'attendre à ce qu'il y a de mieux et travailler pour l'atteindre. Humour. Vous devez aussi faire rire les autres parfois et apprécier l'humour. Religiosité. Il s'agit d'avoir des croyances cohérentes sur les sens supérieurs de la vie. Chapitre numéro 2. Développer sa résilience et devenir une personnalité forte. Dans le chapitre 2, nous allons maintenant nous pencher sur la résilience. Vous vous demandez peut-être ce que la résilience a à voir avec la psychologie positive. Le chapitre 1 voit déjà présenter les 6 vertus et les forces de caractère qui leur sont associées. Ces derniers sont également considérés comme les facteurs de protection de l'être humain. On peut aussi dire que ce sont nos défenses intérieures qui sont censées nous renforcer en cas de crise et de stress. Par exemple, une forte résilience requiert les facteurs clés que sont l'amour, l'optimisme, la gratitude et la créativité. Si nous possédons ces traits de caractère, nous sommes mieux à même de faire face aux défis, voire aux défaites. Pour être en mesure d'entraîner notre résilience, nous n'avons pas seulement besoin de traits de caractère individuels. L'utilisation de nos forces positives nous permet également d'être plus heureux, de mieux réussir et d'être en meilleure santé. Cela renforce à son tour notre résilience. Ceux qui veulent devenir plus résilients devraient donc explorer leurs propres forces. Ceux qui sont capables de reconnaître leurs forces doivent maintenant savoir qu'il leur appartient de les utiliser dans la vie quotidienne et de le faire aussi souvent que possible. Les personnes qui peuvent utiliser leurs propres forces plus souvent sont généralement beaucoup plus heureuses.
Les chercheurs ont également constaté que la satisfaction au travail et l'engagement personnel peuvent être accrus si l'on utilise régulièrement ses forces. Selon ce principe, le travail, par exemple, n'est pas considéré comme un accessoire fastidieux permettant de gagner de l'argent, mais comme une vocation. Cela s'applique également au domaine privé. Pourquoi ne pas l'essayer vous-même? Explorez vos points forts, utilisez-les et vous constaterez que votre bien-être s'améliore énormément. Le stress survient lorsque nous considérons que les exigences auxquelles nous sommes confrontés sont difficiles à gérer. Utiliser ses propres forces pour pouvoir faire face à ces exigences signifie également qu'elles devraient nous aider à choisir de nouvelles façons de faire et de trouver des solutions. Ce faisant, on est toujours confronté à la question de savoir comment utiliser ses propres forces. Par exemple, si l'on envisage de prendre quelque chose avec humour afin d'atteindre le but plus rapidement, il s'agit d'une manière résiliente de faire face à l'obstacle. De cette façon, nous utilisons nos propres ressources, ce qui renforce notre résilience. Pour en revenir à la psychologie positive, je voudrais expliquer brièvement quel est notre guide quotidien, pour ainsi dire, lorsque nous sommes confrontés au stress, à des crises ou à des problèmes. Elle nous montre des moyens de faire face à ces situations, mais elle ne sert pas à nous optimiser pour que nous trouvions le bonheur éternel. Il s'agit plutôt d'un moyen de nous aider à améliorer la santé et à devenir plus satisfaits. Peu importe qu'il s'agisse de notre vie privée ou de notre travail, grâce à nos points forts, nous parvenons à gérer les problèmes et le stress de manière à ne pas tomber malade. Résumons donc une fois encore ce que signifie la résilience. C'est la capacité à faire face aux crises, aux pertes ou aux revers. La résilience est, pour ainsi dire, la résistance de notre esprit et le système immunitaire de notre âme. La résilience nous aide à continuer, même s'il est parfois difficile de se sortir d'une mauvaise passe. La résilience est la possibilité par laquelle nous ne sombrons pas dans l'apitoiement. Une personne résiliente a la capacité de maîtriser les phases difficiles de la vie et de surmonter les crises. Une personne non résiliente réagit généralement de manière anxieuse dans de telles situations, tombe dans la dépression ou lutte même contre la dépendance. La résilience repose sur sept piliers importants. Si nous examinons de plus près les piliers, nous verrons qu'il s'agit de traits de caractère que nous portons en nous. Ils nous aident à faire face au stress et aux crises. Confiance en soi, sociabilité, stabilité émotionnelle, optimisme, contrôle des actions, réalisme, force d'analyse. Le test de résilience. Êtes-vous une personne résiliente? Vous ne le savez pas? Alors pourquoi ne pas essayer le test suivant? Plus vous pouvez répondre par « oui », plus vous êtes résilient. J'ai mon destin entre mes mains. Ma foi en elle est grande. Les obstacles sont là pour être surmontés, quelle que soit leur hauteur. Je peux tout aussi bien accepter les choses négatives. Je suis une personne de valeur, même si je connais parfois des échecs. J'ai un objectif clair pour ma vie. Je crois fermement en mes propres capacités. Je peux compter sur mes bons amis. Je réessayerai si certaines choses ne fonctionnent pas. Ma devise dans la vie est « Chacun est l'artisan de sa fortune ». Je suis fier de mes forces. Je peux bien gérer la pression et je peux aussi être performant lorsque je suis stressé. Même quand je suis en crise, je crois que tout ira bien. Je fais face aux problèmes et je cherche des solutions de manière active. C'est ainsi que vous pouvez renforcer votre résilience. Acceptez que les choses négatives fassent aussi partie de la vie, les crises sont surmontables. Croyez en vos objectifs et en vos forces. Quittez le rôle de la victime. Prenez des décisions. Regardez les choses dans une perspective à long terme, construisez des relations sociales. Prenez soin de vous. Pensez positivement, y compris à votre propre sujet, réfléchissez aux crises passées. Qu'avez-vous fait pour vous en sortir? Notez tous vos soucis. Vous devez accepter les défaites et vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur vous-même grâce à elles. Vous devez focaliser sur les solutions et non sur le problème. Recherchez de nouveaux défis. Chapitre 3. Être plus fort au travail, dans les relations et en amitié. Pour pouvoir promouvoir sa force dans les différents domaines, une chose est importante avant tout, la loyauté. Mais que se cache-t-il derrière ce terme? La loyauté signifie que vous êtes toujours ouvert et honnête avec les autres, amis, famille, relations, travail, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. En outre, la fiabilité caractérise une personne loyale. Il s'agit de poursuivre des valeurs et des objectifs communs, tout en y apportant activement ses propres forces. Ce n'est que de cette manière que quelque chose de plus grand peut émerger. Entre amis,
Par exemple, la loyauté signifie défendre l'autre et ne pas révéler de secrets. Une vraie amitié requiert de la loyauté. Dans les couples, la loyauté joue un rôle important, notamment dans la fidélité physique. Les deux partenaires devraient également avoir pour objectif de travailler sur des valeurs et des objectifs communs. La confiance mutuelle dans la loyauté de l'autre constitue la base d'une bonne relation. On peut et on doit aussi être loyal envers l'État en respectant les lois. Toute personne qui veut être loyale envers une entreprise la soutient activement et porte ses valeurs, même si elle va au-delà du minimum requis. Pour que les relations sociales, quelles qu'elles soient, fonctionnent, la composante de base, à savoir la loyauté, est nécessaire. Il est également vrai qu'être loyal rend heureux. Ceux qui peuvent s'identifier à leurs tâches ont plus de succès et sont plus satisfaits. Je voudrais vous donner les 12 conseils suivants pour que vous puissiez toujours vivre votre loyauté à 100%. Premièrement, faites attention à ce que vous dites. La façon dont vous vous exprimez est un point crucial pour déterminer votre degré de loyauté envers les autres. Si vous parlez mal de vos amis, de votre partenaire ou même de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous n'êtes pas loyal. Comme le disait le père de Timper dans le film pour enfants Bambi. Si tu n'as rien de bon à dire, il vaut mieux ne rien dire. Bien sûr, vous avez le droit de formuler des critiques, mais directement et non par l'intermédiaire d'autres personnes d'abord. Souvent, les choses se présentent d'une manière tout à fait différente. Il est également important de toujours s'en tenir aux faits, même si vous dites des choses négatives. Il est très important que vous gardiez pour vous ce que les autres vous ont confié. C'est ce qu'on appelle un secret et vous devez bien le garder. Deuxièmement, la loyauté est rompue par une séparation interne, voire un licenciement. Si vous êtes constamment à la recherche d'un autre partenaire, que cela n'a plus rien à voir avec la loyauté, alors quelque chose ne va pas du tout. C'est la même chose dans le travail. La seule chose qui peut aider ici est de prendre une décision. Demandez-vous si vous êtes actuellement satisfait. Si c'est le cas, vous devez également être loyal. Si ce n'est pas le cas, vous devez voir si et ce que vous pouvez changer. Troisièmement, soyez loyal même si les choses deviennent désagréables. Les choses peuvent toujours devenir difficiles, mais votre loyauté ne doit pas en souffrir. Il arrive que l'on doive défendre un ami qui s'est mal comporté ou que l'on doive accepter quelque chose au travail, mais que cela ne nous plaise pas. Dans de tels cas, il est important que vous restiez fidèle à vos engagements. Si vous faites preuve de loyauté dans les moments difficiles, cela montre que l'on peut compter sur vous malgré tout et surtout à ce moment-là. Quatrièmement, le minimum n'est pas suffisant. Certaines personnes essaient de se sortir de certaines situations en faisant le moins d'efforts possible. Mais où est la loyauté? Parfois, il faut juste en faire un peu plus. Même si cela demande naturellement plus de temps et d'énergie, cela finira par être payant pour vous. Cinquièmement, ce qui dérange doit être traité. Les conflits sous-jacents peuvent perturber la loyauté. Il est donc important que vous les abordiez et que vous cherchiez une solution. Toute autre solution ne fera qu'engendrer de la colère et du ressentiment en vous, et votre loyauté ira à volo. Sixièmement, la confiance ne doit pas être exploitée. Obtenir des avantages au détriment d'autres collègues ou même d'amis est souvent un moyen très facile, mais ce n'est pas loyal. Résistez à ces tentations. En fin de compte, on s'aperçoit toujours que, par exemple, vous avez noté plus d'heures que vous n'avez réellement travaillé. Cela vaut également pour votre cercle d'amis. Ne fouillez jamais dans les affaires des autres. Tout le monde a des secrets qui ne sont pas destinés à tout le monde. Vous endommagerez également la confiance que les gens ont en vous. Septièmement, les conflits de loyauté doivent être résolus. Les conflits ne sont pas absents ici non plus. Exemple, un ami peut être blessé par vous parce que vous êtes loyal envers un autre. Bien sûr, c'est tout sauf agréable, mais si vous en parlez ouvertement, vous pouvez faire en sorte que la situation s'améliore entre vous. En fin de compte, laissez toujours votre conscience décider. À quoi bon choisir un seul ami par obligation? Cela ne sert à rien. Vous ne ferez que vous en vouloir encore et encore plus tard. Mais il arrive aussi qu'il n'y ait pas de décision qui aide tout le monde. Alors vous devez l'accepter. Comme beaucoup de mères ou de grands-mères l'ont toujours dit, « Mon enfant, on ne peut jamais plaire à tout le monde. » Huitièmement, le courage moral. Vous ne devez non seulement être loyal envers les personnes que vous connaissez, mais aussi envers les étrangers. Comment? Les exemples suivants montrent comment procéder. Vous observez un crime.
Il faut donc appeler la police. Prenez la défense de quelqu'un qui est attaqué ou traité injustement par les autres. Toutefois, tenez toujours compte de votre propre sécurité ici aussi. Les objets perdus, même si vous les aimez, appartiennent à un bureau des objets perdus. Gardez toujours les yeux ouverts. Les personnes qui vous entourent peuvent toujours avoir besoin d'aide, par exemple pour descendre du bus lorsqu'elles voyagent avec beaucoup de bagages. Neuvièmement, vous vous faites du tort à vous-même en jouant la carte de la loyauté. La loyauté et l'honnêteté vont tout simplement de pair. Si vous jouez la carte de la loyauté, vous mentez 2 fois. Soyez loyal si vous pensez pouvoir le représenter. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez le dire ouvertement et ne pas tromper les autres. En fin de compte, vous ne faites que vous tromper vous-même. 10e, la loyauté peut être gagnée, mais pas exigée. De nombreuses personnes commettent l'erreur d'exiger la loyauté des autres. Mais ici, on mord sur du granit, car il s'agit toujours, quoi qu'on fasse, d'une question de libre arbitre. Ne tombez pas vous-même dans ce piège. Essayez de créer des bases qui facilitent la loyauté des autres à votre égard. Vous pouvez commencer par être aussi loyal envers les autres. 11e, la loyauté doit être présente des 2 côtés. Ce n'est pas seulement vous, en tant qu'employé d'une entreprise, qui devez montrer et vivre la loyauté, mais aussi l'entreprise envers vous. Cela vaut également pour les amitiés et les partenariats. Abordez-le si vous constatez qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais si rien ne change, il convient d'en tirer les conséquences. 12e, la loyauté a aussi des limites. Tout ce qui va à l'encontre de votre conscience franchit vos limites personnelles. Vous devriez les prendre au sérieux. Par exemple, si votre supérieur veut commettre une fraude, vous ne devez pas le représenter, car cela n'a plus rien à voir avec la loyauté. Si, en fin de compte, il s'avère que vous étiez au courant de la fraude et que vous n'avez rien fait, les conséquences seront lourdes pour vous aussi. Il est toujours sage de décider pour sa conscience. Cela vaut également pour les couples et les amis. Abordez cette question de manière à rester juste et à ne pas dénigrer l'autre personne. Chapitre numéro 4. Comment entraîner et conditionner sa force? Qu'est-ce que la force intérieure? Beaucoup disent que c'est l'amour-propre. D'autres disent que c'est le rayonnement d'une personne lorsqu'elle entre dans une pièce. Certaines personnes semblent briller de 1000 feux, ce qui témoigne d'une grande force intérieure. Chaque personne possède une force intérieure depuis sa naissance. C'est la résilience de la psyché. Cependant, il peut arriver que la force intérieure ne soit pas présente pendant un certain temps ou qu'elle soit très faible. Que peut-on faire alors? Le désespoir n'a certainement jamais aidé personne. Je voudrais donc vous présenter 11 exercices simples pour renforcer votre force intérieure. 1. Entraînement réel. On n'obtient rien gratuitement, pas même notre force intérieure. Bien qu'il existe aussi des talents naturels, si vous regardez les athlètes ou les artistes qui réussissent, par exemple, ils doivent toujours faire quelque chose pour rester performants. Alors faites l'exercice que vous avez décidé de faire. Gardez toutefois à l'esprit qu'une seule fois ne suffit pas pour atteindre votre objectif, mais persévérez. De cette façon, vous prendrez l'habitude et votre force intérieure grandira régulièrement. 2. Éteignez votre cinéma de tête. Les choses qui nous ralentissent le plus sont celles qui se passent dans nos têtes. Éteignez-les. Faites votre truc. Si tu t'y grecques, mais ça ne fait qu'empirer les choses au lieu de les améliorer. La méditation ou même la pleine conscience peuvent être d'une aide précieuse dans ce domaine. 3. Laissez les ordures passer. Acceptez les choses qui ne vous semblent pas bonnes ou même désirables. Il y a des choses que l'on ne peut pas changer, mais que l'on peut accepter, et c'est alors que l'on peut tirer le meilleur parti de la situation pour soi-même. Lâchez les événements négatifs et concentrez-vous sur le présent. Une merveilleuse devise est ici. Tombez, relevez-vous et redressez votre couronne. 4. Positif, négatif. Une question de perspective, posez-vous les questions suivantes. Dans quoi pourrait-on voir quelque chose de positif? Est-ce vraiment si tragique? Ne peut-il pas être positif à long terme? Est-ce vraiment aussi grave que je le suppose? Qu'est-ce que je peux peut-être en tirer pour moi-même? Il est conseillé d'adopter parfois consciemment une perspective différente. De cette façon, vous donnez une chance au nouveau et à vous-même. De plus, au début les choses ne se passent que dans nos têtes. Les choses peuvent se révéler très différentes de ce que nous imaginons. 5.
dites simplement au revoir. Nous n'avons pas besoin de pensées négatives. Dites-leur au revoir. Par exemple, écrivez-les et mettez-les dans une boîte. En mettant les choses sur papier, vous vous assurez que votre cerveau est déchargé. À la fin, vous pouvez aussi enterrer la boîte ou la note ou la plier dans un bateau et la laisser partir sur une rivière. 6. Plus d'estime de soi. Acceptez vos propres succès. Cela fonctionne en réfléchissant sur vous-même et sur vos actions. L'accent est mis ici uniquement sur les aspects positifs. Vous pouvez également méditer et vous concentrer intensément sur ce qui vous rend spécial. Mais là encore, le fait de l'écrire est une chose merveilleuse à faire. 7. Un roc dans la tempête. Cet exercice nécessite une aide extérieure. Qui te construit? Où pouvez-vous trouver des impulsions positives? Qui est bon pour vous? Où et qui dans votre vie pourrait être votre rocher solide? Les bonnes conversations sont quelque chose de merveilleux ici. C'est ainsi que vous ressentez de l'appréciation, de l'attention et des expériences positives. 8. L'impulsion de croissance. Que souhaitez-vous améliorer en vous? Dans quel domaine aimeriez-vous devenir plus fort et vous développer? Il est important de commencer par une seule chose et de ne pas se lancer tout de suite dans une énorme pile. Le multitâche ne fonctionne pas ici de toute façon. Demandez-vous où vous pouvez obtenir des impulsions positives. Avez-vous peut-être besoin de quelqu'un pour vous guider au début? Existe-t-il des cours, des livres, des vidéos? 9. Veuillez garder une distance de sécurité. Il est toujours plus sûr d'avoir une certaine distance par rapport au problème. Vous ne devez pas fuir, mais vous devez vous positionner de manière à être en sécurité en cas d'urgence. Il est parfois nécessaire de se détacher de ses pensées et de ses sentiments, car c'est la seule façon d'aller de l'avant et de ne pas toujours revenir sur ses pas. Si vous vous retrouvez dans une situation extrême, cela vous enlève naturellement de la force. Ainsi, nous n'agissons pas avec force, mais poussés par les impulsions de la peur. 10. Célébrez les réussites. C'est exactement ce qui est écrit ci-dessus. Ne vous contentez pas de reconnaître vos propres succès, mais allez-y, organisez une petite fête. Cela ne signifie pas forcément qu'il faille inviter 30 personnes. Vous pouvez d'ores et déjà fêter vos succès avec un grand soda glacé pour vous-même. En bref, cela signifie que vous devez aussi vous récompenser de temps en temps. 11. Faites quelque chose de bien pour vous. Ce point semble très similaire au précédent, mais seulement à première vue. Vous pouvez vous faire du bien non seulement avec de la nourriture ou des boissons, mais aussi avec de nombreuses autres choses. Ce point décrit donc comment vous pouvez faire quelque chose de bien pour vous-même. Voici quelques exemples. Allez vous promener, regardez un film, trouvez un endroit magnifique et regardez le lever ou le coucher du soleil, artisanat, peinture, visiter des concerts, sport, conversation, rédaction. Chapitre numéro 5. Mettre fin à la peur et à la panique. La peur est quelque chose de tout à fait naturel et constitue même une fonction de protection. Pourtant, il arrive encore et encore que les peurs influencent tellement notre vie quotidienne que nous n'en profitons plus et n'en jouissons plus pleinement. Ce chapitre a pour but de vous montrer comment faire face à vos peurs et comment stopper la montée de la panique afin de pouvoir à nouveau participer activement à la vie. Comment surmonter vos peurs et identifier et libérer les blocages. De nombreuses personnes souffrent d'anxiété. Certains souffrent d'une anxiété légère à modérée. Pour la maîtriser, même de façon permanente, des mesures d'auto-assistance très simples sont souvent suffisantes. Premièrement, acceptez et comprenez votre peur. C'est toujours le premier pas pour accepter quelque chose, parce qu'au début, on ne peut pas le changer de toute façon. Cela s'applique également aux peurs. Si la peur est là, il est important de l'accepter et de ne pas essayer de la supprimer. Ce faisant, vous devez toujours être conscient que votre peur n'est pas un adversaire dangereux contre lequel vous devez lutter. La peur fait partie de vous. Vous pouvez le contrôler et le diriger. Si vous comprenez que vous n'êtes pas impuissant face à votre peur, vous aurez plus de facilité à la gérer, ce qui vous permettra également de renforcer votre confiance en vous. Néanmoins, sachez que les peurs ne peuvent être surmontées du jour au lendemain. Il faut du temps. Au début, les progrès peuvent encore être faibles, ce qui peut être frustrant, mais il ne sert à rien de se culpabiliser. Les sentiments de culpabilité ont tendance à avoir un effet contre-productif. Soyez compréhensif et bienveillant envers vous-même. Remettez en question vos peurs et explorez leurs causes. Deuxièmement,
Cherchez la confrontation. Oui, vous avez bien lu. Même si cela peut être difficile, c'est important si vous voulez surmonter vos peurs. Seuls ceux qui affrontent leurs peurs peuvent la surmonter. Recherchez consciemment les situations et ne les évitez pas. Exemple, vous avez peur de vous asseoir dans un restaurant à cause de votre poids? Alors c'est exactement ce que vous devriez faire dès que vous en avez l'occasion. Bien sûr, c'est un très grand défi que d'endurer ses propres peurs. Il est donc judicieux de l'aborder par petites étapes. Cela crée de petites réussites dont vous pouvez être fier et qui sont tout aussi importantes pour renforcer votre confiance en vous. C'est aussi le meilleur moyen de se motiver. Troisièmement, exercice physique. Oui, le sport peut aussi avoir un effet positif, non seulement sur votre corps, mais aussi sur votre psychisme. Diverses études ont déjà montré que l'exercice physique permet de lutter contre la dépression et les troubles paniques. Les sports d'endurance sont particulièrement utiles à cet égard. Grâce à l'activité physique, il est possible de réduire à long terme les réactions à sa propre anxiété. Un mode de vie sain contribue également à réduire l'anxiété. Il faut donc dormir suffisamment et avoir une alimentation saine. Quatrièmement, exercice de relaxation et de respiration, les personnes qui ressentent de l'anxiété remarquent également une très forte tension physique. Il est donc très important que les personnes souffrant d'anxiété puissent se détendre. Si vous ressentez une anxiété aiguë, vous devez donc envisager des exercices de relaxation ou de respiration. Grâce à eux, les palpitations cardiaques et la transpiration sont considérablement réduites. La raison en est que ces exercices aident notre corps à se calmer. Si vous faites ces exercices régulièrement, vous pouvez être sûr que votre posture en général devient plus calme. Cela permet également de prévenir l'anxiété qui se profile à l'horizon. Les personnes qui mènent une vie plus détendue sont par conséquent moins touchées par les troubles anxieux. Les méthodes de relaxation les plus connues sont probablement le training autogène et la relaxation musculaire progressive, RMP. Dans cette dernière méthode, on apprend à détendre ses muscles et à trouver ainsi une paix intérieure. Cinquièmement, gestion efficace du stress. Le fait est que l'anxiété et le stress sont très étroitement liés. Le déclencheur de nombreux états anxieux est souvent une charge de travail élevée et stressante. Il est donc important pour les personnes qui en souffrent d'avoir une bonne gestion du stress et du temps. Un programme quotidien ou hebdomadaire efficace peut aider à structurer la vie quotidienne et à ne pas laisser de chance aux déclencheurs de stress. Il est également nécessaire de faire des pauses régulières et de récompenser les petits succès déjà obtenus. Sixièmement, psychothérapie. Le fait est que les mesures d'auto-assistance ne sont pas toujours suffisantes pour surmonter réellement ces peurs. Il existe aussi parfois des cas graves. C'est le cas par exemple lorsqu'un trouble anxieux a été diagnostiqué par un médecin. Dans ce cas, il est important que la personne concernée cherche une aide professionnelle. Il peut s'agir d'une psychothérapie, par exemple. La thérapie cognitivo-comportementale s'est avérée particulièrement efficace. Ici, la personne concernée est confrontée à ses peurs, étape par étape. Cette procédure est également appelée procédure d'exposition, thérapie par confrontation. Dans ce cas, la personne concernée fait face à la situation qui l'effraie jusqu'à ce que la peur s'estompe lentement. La personne concernée est accompagnée par un thérapeute expérimenté. L'objectif de la thérapie est de briser le comportement d'évitement de la personne. L'objectif est d'obtenir un effet d'accoutumance. Ce type de thérapie est souvent utilisé pour les phobies et les troubles paniques. Il est parfois nécessaire de prendre des médicaments, mais cela doit toujours être la dernière étape car les médicaments ont toujours des effets secondaires. Les personnes concernées peuvent également échanger des informations entre elles, par exemple dans un groupe d'entraide. Ils peuvent aussi constituer un complément utile à la thérapie proprement dite, par exemple. 2. Comment se débarrasser immédiatement du doute de soi et gérer le stress efficacement? Tout le monde a des doutes sur soi, mais pour certaines personnes, ils peuvent être si forts que leur qualité de vie en est fortement affectée. Pour vous aider à surmonter votre doute, je voudrais vous donner 12 conseils utiles. Premièrement, félicitez-vous au moins une fois par jour. Exemple, super, je l'ai vraiment fait maintenant. Waouh, je suis très belle aujourd'hui. Parfois, un « mais » veut apparaître derrière ces petits éloges. Cependant, vous ne devez pas lui offrir d'espace,
car il est temps de vous féliciter vous aussi sans restriction. Deuxièmement, louez d'autres personnes une fois par jour. Exemple, je pense que c'est vraiment génial que tu aies fait ça. Voyez comment votre homologue réagit et profitez-en. Encore une fois, pas de place pour un « mais ». Troisièmement, demandez-vous une fois par jour ce qui vous fait du bien en ce moment. Exemple, que voulez-vous en ce moment? De quoi avez-vous besoin en ce moment? Qu'est-ce qui est bon pour vous en ce moment? Quatrièmement, faites une pause une fois par jour. Il est important que vous concentriez votre attention sur vous-même. C'est le seul moyen d'obtenir des informations précises sur votre état émotionnel actuel. Il est bon d'observer votre propre respiration, car cela vous permet d'orienter votre perception vers l'intérieur et l'extérieur. Cette rencontre avec soi-même ne devrait pas durer plus de 3 minutes et devrait toujours se conclure par la phrase « Je suis ici maintenant ». Cinquièmement, le rire est bon pour la santé. Riez donc plusieurs fois par jour. La vie quotidienne offre de nombreux moments drôles. Riez d'eux. Souriez à vous-même lorsque vous vous regardez dans le miroir. Sixièmement, vous devez dire « oui » au moins une fois par jour. Il en va de même pour le petit mot « non ». Il y a un pouvoir énorme et une absence d'ambiguïté dans ces petites déclarations. Profitez-en. Septièmement, exprimez votre opinion au moins une fois par jour. Exemple, je veux dire ce que je trouve, pour une fois. Alors laissez-moi faire ça aussi. Non, je ne vais certainement pas dire quoi que ce soit à ce sujet maintenant. Huitièmement, créez une atmosphère agréable pour vous plusieurs fois par semaine pendant une demi-heure. Exemple, écoutez de la belle musique. Lisez un livre. Prenez un bain relaxant. Levez les yeux vers le ciel bleu et laissez vos soucis à la maison. Asseyez-vous dans votre café préféré et observez les autres. Neuvièmement, découvrez la personne de votre entourage que vous trouvez sympathique. Une fois que vous les avez découverts, regardez leur visage amical et laissez leur voix familière vous pénétrer. Dixièmement, il faut saisir les occasions favorables. C'est particulièrement vrai dans la sphère privée. Embrassez les gens que vous aimez. Embrassez votre partenaire. Soyez chaleureux envers vos amis, votre famille et votre partenaire. Onzièmement, les changements sont là pour être perçus et il faut leur donner de l'espace. Ne laissez pas passer les occasions de faire la fête. Célébrez les anniversaires avec votre partenaire ou d'autres anniversaires qui vous tiennent à cœur. Douzièmement, réfléchissez sur vous-même de temps en temps. Exemple, quelles sont vos forces? Quelle est votre activité préférée? Y a-t-il des potentiels que vous n'exploitez pas? Qu'avez-vous peut-être toujours voulu faire? 3. Orientez votre conscience sur le positif de façon permanente. Une fois que vous avez réussi à vous concentrer sur des pensées positives, vous ne voulez pas et ne devez pas les perdre à nouveau. Mais malheureusement, cela arrive à de nombreuses personnes. La raison en est qu'à un moment donné, ils considèrent que cela va de soi et ne font plus rien pour éviter le danger de dériver vers de vieux schémas. Pour éviter que cela ne vous arrive, je voudrais vous donner 3 exercices simples qui vous aideront et qui peuvent être mis en œuvre avec peu d'efforts. Exercice 1. Le journal de la gratitude. Le nom dit déjà ce qu'est le programme de cet exercice. Vous devriez créer un journal dans lequel vous noterez chaque jour ce dont vous êtes reconnaissant. Pour ce faire, il est préférable de choisir un cahier dont l'apparence vous séduit. Mettez-le dans ou sur votre table de chevet avec un stylo afin de l'avoir toujours à portée de main le soir. Lorsque vous vous couchez, vous pouvez alors prendre le temps de réfléchir à votre journée. Ensuite, écrivez tout ce dont vous êtes reconnaissant dans le livret. Si vous l'aimez joli, vous pouvez aussi décorer la page avec des petites images. Comment cela aide-t-il à maintenir une pensée positive? C'est simple, en regardant de plus près votre journée, vous vous concentrez sur les expériences positives. Cela crée à son tour un sentiment positif et vous aide à concentrer votre conscience uniquement sur les choses positives. Au début, il se peut que tout cela vous semble encore un peu étrange, mais je vous promets que plus vous tiendrez le journal, plus ce sera facile pour vous et vous vous réjouirez déjà de pouvoir y écrire quelque chose de nouveau. Au passage, vous pouvez également favoriser l'émergence de sentiments positifs en relisant ce que vous avez écrit la veille et ainsi vous remémorer les beaux moments. Exercice 2. Enregistrement des moments. Le secret de la pensée positive dans la vie quotidienne peut être décrit par un seul mot, la pleine conscience.
Arrêtez-vous de temps en temps dans votre vie quotidienne et respirez profondément. Tout ne doit pas toujours se passer rapidement. Posez-vous la question. Que se passe-t-il en ce moment à l'endroit où je me trouve? L'accent doit naturellement être mis sur les bonnes choses. Prenez votre temps pour le faire. Regardez attentivement et concentrez-vous sur ce moment positif. Laissez-vous aller avec le sentiment qui se développe. Plus souvent vous faites cet exercice, plus il entre rapidement dans votre subconscient. Cela vous aide également à vous concentrer sur les choses positives de la vie quotidienne. Exercice 3. Sourire. Si vous souriez, vous rayonnez positivement de l'intérieur. Par conséquent, souriez aux personnes qui vous entourent. S'il n'y a personne autour de vous à qui sourire, trouvez simplement un miroir et souriez Y. Pourquoi? Cherchez vous-même. Il y aura quelqu'un qui regardera en arrière et qui méritera aussi qu'on lui sourie. Lorsque vous souriez, les sentiments positifs de bonheur sont activés et le visage peut se détendre. En conséquence, vous obtenez un bon sentiment intérieur. Bien sûr, cela influence aussi votre propre façon de penser. Le mieux est de ne pas hésiter plus longtemps. Commencez à sourire. Oui, vous avez bien lu. Je veux dire maintenant, en cet instant. Laissez le sourire vous toucher. Les personnes qui sourient aux autres sont généralement récompensées par un sourire amical. C'est probablement l'une des façons les plus agréables d'exprimer sa gratitude. Pour les plus courageux, pourquoi ne pas vous promener dans la zone piétonne de votre ville ou même dans la zone piétonne d'une ville étrangère et sourire simplement à de parfaits inconnus? Essayez-le et vous serez surpris de ce qui se passera. 4. Comment créer rapidement des liens réels et profonds avec les autres? Lorsqu'il s'agit de vouloir établir des liens avec d'autres personnes d'une manière profonde et non pas superficielle, peut-être devrions-nous d'abord nous demander ce qu'est l'attachement. Nous pensons rapidement au couple. Mais cela ne s'applique pas seulement à un partenaire. Vous pouvez également avoir un lien profond avec d'autres personnes, par exemple avec votre meilleur ami, votre mère, votre père ou même vos frères et sœurs ou grands-parents. L'attachement est donc bien plus que le sentiment que l'on éprouve dans un partenariat. L'attachement signifie donc aussi que l'on se sent appartenir à un groupe ou à une personne et que l'on se rapproche les uns des autres. Les personnes qui sont attachées les unes aux autres se sentent comprises et vues par l'autre. Il ne s'agit pas forcément d'une connaissance à long terme. Même des moments fugaces peuvent déclencher ce sentiment en nous. L'attachement varie, mais vous pouvez toujours vous souvenir que l'effet est toujours cohérent. Vous vous sentez bien et atteignez un niveau de bonheur très élevé. D'ailleurs, c'est toujours le cas lorsque vous améliorez vos relations. Je voudrais maintenant vous présenter 6 façons de renforcer et d'améliorer vos relations avec vos semblables et de faire en sorte que votre niveau de bonheur augmente également de façon constante. Premièrement, accordez toute votre attention à votre homologue. Vous pensez peut-être que c'est facile, mais je dois vous décevoir. Souvenez-vous simplement de conversations où vous étiez complètement ailleurs dans votre esprit. Cela n'équivaut pas à être pleinement attentif à votre interlocuteur. Par exemple, la raison pour laquelle on est ailleurs dans sa tête pendant une conversation avec d'autres personnes est le rythme effréné du temps ou la multitude de tâches qui restent à faire. Tout demande votre attention. Les femmes aiment se dire qu'elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Mais soyons réalistes. Vous ne pouvez tout simplement pas accorder toute votre attention à plusieurs choses à la fois. Ainsi, si vous parlez à quelqu'un au téléphone et que vous faites autre chose à côté, comme du shopping en ligne, il n'est pas possible d'avoir des conversations vraiment approfondies. Votre attention n'est pas concentrée sur une seule chose, vous n'entendez donc pas tout ce que l'autre personne dit. Il s'agit donc de la première étape importante pour accorder toute votre attention à votre interlocuteur. Soyez prêt à donner la priorité à l'autre et ne vous occupez pas d'autre chose. Conclusion de la leçon 1. Ceux qui sont vraiment attentifs créent du lien et améliorent ainsi la relation avec leur homologue. Deuxièmement, l'écoute empathique et surtout active est une chose qui s'apprend. Si vous écoutez activement votre interlocuteur, vous avez déjà fait la moitié du chemin, car cela vous permet de vous engager avec lui. Cependant, il est fréquent que nous soyons tous, et il n'y a probablement pas d'exception, plutôt égoïstes. Pourquoi ? Nous attendons seulement que l'autre personne termine pour pouvoir mettre de côté nos propres préoccupations ou faire exactement le contraire, à savoir dire à l'autre personne combien telle ou telle expérience a été formidable. Parfois, il arrive aussi que nous ne puissions plus arrêter notre flot de paroles et que tout éclate en nous.
Vous pouvez certainement imaginer que cela est plutôt contre-productif si vous voulez vraiment créer un lien. Il est préférable d'écouter correctement et de se concentrer sur ce que votre vis-à-vis dit. Mettez vos pensées de côté pendant un moment. Même avec votre posture corporelle, vous pouvez montrer que vous êtes intéressé par votre interlocuteur et son histoire. Maintenez un contact visuel, hochez la tête de temps en temps et tournez votre corps vers votre interlocuteur. Soyez près de lui. Utilisez également la stratégie de l'écoute active. De cette façon, vous montrez un intérêt sérieux et l'intention de vouloir le comprendre. La stratégie d'écoute active se compose de 2 techniques importantes. 1. La paraphrase, répétez l'information avec ses propres mots. Exemple, est-ce que j'ai bien compris? Votre partenaire a eu moins de temps pour vous ces dernières semaines, mais il a eu du temps pour d'autres choses? 2. Verbaliser, lire entre les lignes. Il est maintenant important de répondre aux messages émotionnels de l'autre personne en les reproduisant dans vos propres mots. Important, ici, c'est le ton qui fait la musique. Restez toujours calme, empathique et signalez votre perception. Exemple, je comprends que vous soyez méfiante et que vous vous demandiez s'il ne pourrait pas vous cacher quelque chose. Cette technique consiste à écouter afin de comprendre l'autre personne. Lorsque vous utilisez cette stratégie pour engager le dialogue avec votre interlocuteur, vous participez réellement à la conversation et montrez votre curiosité et votre intérêt. Essayez-le. Vous verrez que cette technique peut être très efficace pour créer un lien. Troisièmement, montrez votre appréciation et votre gratitude. Chacun apprécie beaucoup les personnes qui lui sont chères et chacun est certainement aussi très reconnaissant envers ces mêmes personnes. La seule question est de savoir si vous leur montrez cela suffisamment. Prenez un moment et réfléchissez au point suivant. Quelles sont les personnes les plus importantes pour vous? Quelles personnes vous donnent l'énergie dont vous avez besoin? Qui vous édifie et vous fortifie dans les moments difficiles? Qui vous fait sourire à chaque fois? Avec qui pouvez-vous être complètement vous-même et avec qui vous sentez-vous le plus à l'aise? Qui peut vraiment vous voir, vous comprendre et vous aimer tel que vous êtes? Je suppose que votre œil intérieur vient de reconnaître quelques visages. C'est parfait. Vous pouvez maintenant réfléchir à des moyens de montrer votre gratitude et votre appréciation à ces personnes. Faites quelque chose de gentil. Écrivez une lettre ou une carte. Pensez à un cadeau bien pensé et personnel. Préparez une bonne soirée. Soyez créatif et surprenez la personne avec quelque chose de nouveau auquel elle ne s'attendait peut-être pas. Attendez la réaction de la personne, car vous serez rempli de beaucoup de chaleur et de bonheur. Cela crée à nouveau un peu plus de connexion. Quatrièmement, prenez votre temps. Avant de poursuivre votre lecture, soyez honnête avec vous-même. Prenez-vous réellement assez de temps pour vos proches? Êtes-vous satisfait de la fréquence des contacts? Sont-ils sur votre liste des priorités là où ils devraient l'être? Je pense que la réponse vous étonnera, car souvent nous n'avons en fait pas assez de temps pour nos proches. Même si vous êtes fermement décidé à faire certaines choses, la vie quotidienne vous en empêche souvent plus que vous ne le souhaiteriez. Posez-vous la question suivante et répondez Y honnêtement. Qu'est-ce qui est plus important que votre relation avec vos personnes préférées? La décision de savoir combien de temps il nous reste pour les personnes qui sont si importantes pour nous appartient à chacun. Vous devez établir des priorités. Il faut toujours prendre du temps, surtout pour les personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. Et même si la vie quotidienne réserve de nombreuses tâches à chacun d'entre nous, il est toujours important de prendre le temps pour les autres que l'on souhaite vraiment prendre. Je voudrais vous donner quelques conseils utiles à ce sujet. Fixez des rendez-vous hebdomadaires par téléphone ou même par vidéoconférence avec votre meilleur ami. Ainsi, vous serez toujours à jour. Profitez des pauses déjeuner pour faire une promenade avec vos collègues préférés. Passez à la maison de la famille chaque 4e mercredi directement après le travail. Envoyez des photos ou des messages vocaux si une visite personnelle n'est pas possible. Parfois, la distance joue également un rôle important. Soyez prêts. Alors tout est possible. Prenez les rendez-vous privés aussi importants que les autres affaires. Le temps passé ensemble est un moyen très efficace pour renforcer les liens. Cinquièmement, laissez tomber vos murs. Parfois, on construit un mur autour de soi. Les raisons peuvent être très diverses. Des problèmes de confiance en raison d'expériences négatives vécues dans le passé. On ne veut pas être un fardeau pour les autres et on veut être fort. La peur de se ridiculiser.
La peur de ne pas être accepté. Toutefois, si vous voulez établir une relation valorisante et un lien authentique, vous devez également apprendre à vous ouvrir. Cela crée de la confiance, de l'intimité et de la sécurité. N'hésitez pas à vous montrer vulnérable. Faites savoir à l'autre personne ce qui vous tracasse. Cela donne également à votre homologue l'occasion d'apprendre à vous connaître vraiment. Avez-vous des difficultés à vous ouvrir aux autres? Il faut alors d'abord savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous effraie? De quoi avez-vous honte? Quel est le pire qui puisse arriver? Dans ce dernier cas, la réponse serait probablement que la pire chose serait de perdre la personne. Mais je voudrais aussi vous dire que parfois, c'est une meilleure alternative. Après tout, vous ne voulez pas avoir des personnes dans votre vie qui ne vous connaissent pas vraiment ou avec qui vous ne pouvez être qui vous êtes vraiment. Ayez le courage de montrer au monde qui vous êtes et comment vous êtes. Les personnes qui vous font vous sentir bien dans votre peau peuvent et doivent absolument regarder derrière votre façade aussi. Sixièmement, partagez l'enthousiasme. Un hobby, une passion personnelle, un livre ou un film, tout peut être partagé avec d'autres personnes. Montrez à quel point cela vous passionne et que vous brûlez d'envie de le faire. Gardez le feu allumé et ne le laissez pas s'éteindre. Vous ne devez pas avoir peur d'exagérer ou de paraître bizarre aux yeux des autres. Vos yeux s'illumineront lorsque vous parlerez des choses que vous aimez. Vous rayonnez d'un enthousiasme pur et inconditionnel. Vous pouvez emporter les autres avec vous, voire les inspirer. Le partage crée donc aussi des liens. C'est ainsi que vous aidez les autres à prendre confiance en eux. Peut-être s'ouvriront-ils et vous diront-ils ce qui les passionne. En outre, il est facile de trouver un terrain d'entente. Peut-être avez-vous un passe-temps commun et pouvez-vous le pratiquer ensemble plus tard? Cela crée une proximité, car vous reconnaissez une partie de vous-même dans l'autre personne. 5. Arrêtez de ruminer et trouvez la paix intérieure. La vie quotidienne peut parfois être très difficile, de sorte que vous ne pouvez parfois pas trouver la paix même après le travail. Je suis sûr que vous ressentez la même chose de temps en temps. Et c'est exactement la raison pour laquelle je voudrais vous donner 5 conseils sur la façon dont vous pouvez trouver la paix intérieure. Exercice de respiration. Stress, anxiété, nausée ou rumination. Ce sont toutes des choses qui peuvent nous empêcher de penser positivement. Cependant, l'utilisation de divers exercices de respiration peut aider ici et non seulement dans les situations aiguës, mais aussi à long terme. Grâce à la respiration, nous alimentons notre corps en oxygène. Si nous nous concentrons sur notre respiration, nous ne laissons aucune place aux pensées négatives. Un exercice très simple pour cela est le suivant. Placez votre main à plat sur votre ventre. Maintenant, inspirez et expirez lentement et régulièrement. À chaque respiration, vous respirez consciemment contre votre paume. Cela permet à la respiration de s'approfondir merveilleusement et de s'écouler dans votre abdomen. Cela vous calme de l'intérieur. Un autre exercice, c'est la méthode 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes. Puis retenez votre souffle pendant 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Répétez cet exercice plusieurs fois. Avec un peu de pratique, la méthode peut apporter beaucoup de détente. Les pensées négatives et les ruminations sont arrêtées par le comptage. La méditation. La plupart des gens ont probablement essayé la méditation à un moment ou à un autre, mais l'ont abandonnée après un certain temps. La raison en est que s'asseoir tranquillement et essayer de ne penser à rien ne fait que stimuler encore plus les pensées négatives et l'agitation intérieure, du moins c'est ce qu'il semble. Il est plus facile pour les débutants de ne pas méditer seuls, mais de rejoindre un groupe et de participer à des méditations guidées. Dans les groupes, il y a un animateur de méditation qui rompt le silence. Il attire l'attention sur lui avec des images et des histoires racontées. Les exercices de pleine conscience. Ces exercices sont conçus pour vous aider à concentrer votre attention sur les choses positives qui se produisent chaque jour. Peu importe que ces choses soient petites ou grandes. Par exemple, vous pouvez écrire dans un livre le matin ce que vous attendez particulièrement ce jour-là. Le soir, vous reprenez le livre et vous écrivez ce que vous avez particulièrement apprécié dans cette journée. Il est important d'être bref et de ne pas écrire un roman. Des petits mots-clés sont déjà suffisants pour réfléchir aux points positifs. L'exercice physique favorise l'équilibre, ceux qui font de l'exercice physique favorisent la libération d'endorphines, hormones du bonheur. Ceci nous aide à inhiber le stress et surtout à nous sentir heureux. Lorsque vous faites de l'exercice, vous concentrez votre attention sur l'effort physique et ne laissez aucune place aux pensées négatives et aux ruminations. Le meilleur moment pour faire de l'exercice est tôt le matin,
car c'est à ce moment-là que notre motivation est la plus forte et que notre circulation est stimulée. Saviez-vous que faire de l'exercice le matin améliore également la qualité de notre sommeil? Lorsque vous avez bien dormi, vous êtes plus équilibré et vous ressentez une paix intérieure et un contentement. L'utilisation de remèdes à base de plantes parfois, le stress et les soucis nous tourmentent même la nuit et nous privent du sommeil dont nous avons besoin. Souvent les exercices précédents n'aident pas beaucoup à devenir plus calme à l'intérieur et à pouvoir se déconnecter. Notre cerveau a alors besoin de notre aide. Nous pouvons lui apporter cette aide si nous nous appuyons sur le pouvoir des plantes. La lavande est particulièrement adaptée. Si nous utilisons une huile parfumée, par exemple, les substances messagères de notre cerveau sont rééquilibrées. En conséquence, notre agitation intérieure se dissout d'elle-même. Les remèdes naturels présentent également de nombreux avantages. Ils sont bien tolérés. Aucune interaction connue avec d'autres médicaments, ils ne vous fatiguent pas, pendant la journée, aucun risque d'effet de dépendance ou d'accoutumance.